Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette émission spéciale de Quarantaine TV. Alors vous ne m'avez pas à l'image, c'est normal pour le moment. Je teste un nouveau matériel, enfin un nouveau logiciel, pardon. Question d'usage, est-ce que vous m'entendez? Alors nous n'aurons pas notre modératrice ce soir, nous n'aurons pas Muriel. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez normalement? Bonsoir Dominique, merci. Très bien. Donc, Maître Simiakos, pour le moment, n'est pas en ligne. Elle ne devrait pas tarder. Bonsoir Morgane, merci Morgane. Est-ce que tu accepterais d'être modo pour cette soirée, s'il te plaît? Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas, bonsoir Marine. Oui, bonsoir Maître Simiakos. Bonsoir Marine, on t'entend très bien. Merci. Morgane, est-ce que tu accepterais d'être modératrice, s'il te plaît? Alors, il y a un petit temps de décalage à chaque fois. C'est normal. Ok. Par contre, on ne te voit pas. Oui, c'est normal, Dominique. Je ne suis pas encore à l'écran. Morgane, je te nomme modératrice. Je suis très heureuse que ce sujet soit abordé. Merci, Maître Simiakos. Elle sera bientôt en ligne avec nous. Alors, que la lumière soit et la lumière fut. Hop. Où est-ce que c'est d'ailleurs la lumière? Webcam. Voilà. Transition. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Maître Simiakos. Avant donc de passer la parole à Olivia Simiakos, donc avocate du cabinet Animalex, je voudrais déjà vous donner quelques petites informations. La première, je tenais à dédicacer, alors dédicacer c'est peut-être un bien grand mot, mais à dédier cette émission ce soir à Clara. Clara qui est une jeune fille qui s'intéresse à la cause animale, qui était présente dans le dernier épisode. Et c'est une bonne chose que la jeune génération prenne la relève. Moi, c'est quelque chose que je constate régulièrement lorsque j'interviens dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires. La jeune génération est particulièrement, en grande partie, est particulièrement attentive, bien plus que la nôtre d'ailleurs, soucieuse de l'environnement et attentive à la cause animale. Donc voilà, Clara, cette émission est pour toi. J'espère que tu te régaleras. Oui, Marine, on a dû parler de la cause animale. Alors, c'est pas Quarantaine TV, on parlait un peu de tout. Donc, le dernier épisode était une FAQ, une foire aux questions. Donc, tous les sujets sont abordés. Alors, Quarantaine TV, c'est un clin d'œil évidemment à la quarantaine, mais c'est pas lié au Covid-19 non-stop. Vous en bouffez comme ça assez à la télévision, sans plus. Par contre, Morgane, je ne sais pas pourquoi, tu n'apparais pas. Regarde, je crois que tu dois. Morgane, tu regarderas, je pense que tu dois valider le fait que tu dois être modératrice dans le chat. Donc, oui, sur Quarantaine TV, on aborde à peu près tous les sujets. Voilà. Voir le lancement de Quarantaine TV sur cette chaîne. Et donc ça c'est fait pour Clara. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, lors du dernier épisode, donc épisode numéro 2, je vous ai dit que d'après donc source OMS, Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale
il n'y avait pas de transmission du Covid-19, enfin pas de transmission avérée du Covid. Super, merci Morgane d'avoir validé. Il n'y avait pas de transmission du Covid-19 de l'animal à l'homme. On ne va pas refaire tout le débat par rapport au pangolin. Une précision qui nous vient de nos amis de Belgique, enfin une information, pardon, qui nous vient de nos amis de Belgique, source le journal Le Soir en date du 27 de ce mois-ci. Il y a un premier cas avéré alors en science on n'est jamais sûr à 100%, on va dire à 99,99% de transmission du Covid-19. Alors je ne prends pas le nom scientifique, hein, je dis Covid-19 comme tout le monde. Donc transmission de l'humain à l'animal. En l'occurrence, il s'agissait d'une dame d'un certain âge, enfin peu importe d'ailleurs, qui a transmis le Covid-19 à son chat. Donc le chat a été contaminé par le Covid-19. La dame s'en est sortie, le chat s'en est sorti manifestement plus rapidement que la dame atteinte par le Covid-19 à Hong Kong. Alors, le problème, c'est que je n'arrive pas à recroiser mes sources. Euh, des journaux. Alors, le problème, c'est que c'est en langue anglaise. Font état de entre 2 ou 7 chiens qui auraient été testés positifs au Covid-19. Même chose dans le cadre d'une transmission humain à animal et non animal à humain, humain à animal. Là aussi, les cas de Hong Kong, merci Morgane pour le lien sur le journal. Dans le cas de Hong Kong, il n'y a pas. Alors, ils ne connaissent pas de ce que j'ai pu comprendre. Ils ne connaissent pas le pourquoi ou le comment de la transmission du Covid-19. Dans le cas belge, qui est quasiment unique au monde, enfin, on va dire unique au monde, puisque là, ils connaissent tout l'ensemble du process. Sur Hong Kong, ils ne connaissent pas l'ensemble du process. La seule chose qui est sûre, à ce soir en tout cas, jusqu'à ce soir, c'est qu'il n'y a pas de transmission entre l'animal et l'humain. Il y a une transmission exceptionnellissime entre l'humain et l'animal. En sachant que sur le Covid-19, comme dans toute science, euh, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, et encore moins celle de demain. Donc restez à l'écoute, restez informés. Quoi qu'il en soit, nos compagnons non humains vivent mieux pour l'instant le Covid-19 que nous. Voici donc les dernières nouvelles du front, pour reprendre la dialectique de notre président. Et avant de céder la parole à maître Olivia Simiakos, donc je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une consultation individuelle. Alors nous avons tous tendance, c'est ce que je disais à maître Simiakos lorsque nous avons fait des essais de téléphone, nous avons tous tendance, dès que nous avons un avocat, à lui poser des questions personnelles, nous concernant. Maître Simiakos ne peut pas individuellement recevoir vos doléances. Et bonsoir Nathalie. Et donc cela restera d'ordre général. J'aurai seulement, parce qu'il y a une personne qui avait déjà déposé une question sur la partie discussion de la chaîne, cela pourra servir d'exemple à Maître Simiakos sur ce que est par exemple le droit animalier. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Olivia Simiakos. Bonsoir maître, est-ce que vous pouvez déjà brièvement vous présenter? Cela permettra aussi de faire un test son pour savoir si nos viewers nous entendent. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, un bonsoir spécial à Clara.
Donc je suis Olivia Simiakos, j'ai 44 ans, je suis avocate et je pratique exclusivement le droit animalier. Je suis basée à Bourg-en-Bresse, à la campagne. Alors, merci, je me permets juste de vous interrompre. Bonsoir Thierry. Euh, Quelqu'un peut-il me dire si la communication avec Maître Simiakos est audible? Est-ce que vous l'entendez? Parce que nous passons par téléphone, par un système un peu bricolo-bricolette. Alors il y a un délai, hein, maître, soyez pas surprise. Je ne m'inquiète pas. Est-ce que vous avez entendu maître Simiakos? Laïla. Bonsoir Laïla. Très bien. Merci Morgane. Elle est oui. Merci Marine. Parfait. Très bien. Bon, parfait. Nous entendons bien Olivia. Oui, vous avez un certain nombre de groupies, maître. Ah bon? Oui. Bonsoir à mes compris alors. Est-ce que vous pouvez après vous être présenté? Est-ce que vous pouvez nous dire le pourquoi du cabinet Animalex? Alors, le pourquoi du cabinet Animalex? Alors, c'est tout un cheminement de vie en fait, hein, parce que moi j'ai toujours aimé les animaux, comme la plupart des gens qui sont engagés dans la protection animale. Euh, Quand j'étais plus jeune, et ben, dès que j'ai pu, j'ai participé financièrement en donnant aux associations, comme beaucoup de monde fait. J'étais juriste, j'étais pas avocate, hein, et puis j'ai eu l'opportunité de m'associer. Je travaillais dans un cabinet d'avocats, j'étais juriste, je faisais du droit des sociétés, donc rien à Effectivement, voir. oui, Et j'ai eu effectivement. l'occasion l'opportunité de m'associer, sauf que pour m'associer, il fallait devenir avocat. Et moi, j'ai jamais voulu être avocate. Je suis rentrée à la fac de droit et à la limite, je me suis dit, je veux pas être avocate. Donc, bon, bah, j'ai pris sur moi. Je suis devenue avocate pour m'associer. Et puis, bah, j'arrivais à une époque de ma vie où on se met à réfléchir, un peu avant la quarantaine, tout ça, qui suis-je, où vais-je? Et puis, je me suis dit, j'ai envie de faire plus pour la cause animale. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, pourquoi tu n'y as pas pensé avant? C'est le métier d'avocat, bon, c'est pas ce que tu voulais faire, mais tu peux t'en servir. Et tu peux servir à quelque chose, en fait, et rendre service à la cause en te mettant professionnellement au service de la cause, puisque bah, en étant ne serait-ce que juriste en cabinet d'avocat, je n'avais pas de temps libre qui me permette de m'impliquer dans une association ou autre. Donc, je me suis formée. J'étais dans un département dans un cabinet de droit des affaires. Ma petite position d'associé m'a permis d'imposer la création d'un département de droit animalier qui faisait un petit peu contraste avec le reste de l'activité du cabinet. Et puis ça m'a plu, j'ai eu un pied dedans et plus j'en ai fait, plus j'ai aimé. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de faire plus que ça. Donc je me suis dit, je laisse tout tomber et puis je monte mon cabinet toute seule pour faire que ça, pour voir si ça marche. Si c'est viable économiquement, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est aussi important de le savoir. On peut avoir des rêves tout à fait utopistes. À la base, c'est ça. Mais voilà, je me suis dit, il y a un besoin, donc je vais créer ce cabinet-là, faire ça, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et voilà, et ainsi naquit Animalex avec un début d'activité au 1er juillet 2019. Très bien. Alors en même temps que vous parliez, j'ai mis à l'écran en visu le site de votre cabinet. Oui. J'ai alors le problème, Donc, je c'est suis très fière de mon site. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, oui, il est effectivement très bien fait. mais j'ai eu du mal à avoir ce que je voulais. Parce qu'au début, on m'avait fait un site de cabinet d'avocat. Il n'y Oui, avait pas un animal, il n'y avait que des êtres humains. Et en animaux, il y avait des chiens et des chats super heureux avec des enfants. Et moi, j'ai dit, mais non, c'est pas ça que je veux. alors effectivement, c'est vrai que bon, moi je connais d'habitude, enfin davantage, pardon, le droit du travail où c'est nettement plus austère, nettement moins d'animaux. Alors ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est
que je vois si je peux me connecter, sauf que ça y est. Voilà, pour avoir le chat en même temps. Ouh, aïe, 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 aïe. Alors, attends, on va couper le son. Voilà. Euh, donc, le chat. Alors, vous avez, je vais vous lire. Alors, non, Maître Simiakos n'a pas accès au chat en direct. Par contre, je peux lui, et je vais donc lui retransmettre oralement vos questions, vos remarques d'ailleurs. Donc vous avez de la part de Laïla plein de petits cœurs et de smileys tout sympas. Nous avons Clara, celle à qui est dédiée cette émission, qui s'est connectée, qui s'excuse de son retard. Il n'y a pas de souci, Clara, et qui est très contente pour cette superbe dédicace. Nous avons Marine qui nous écrit Maître Simiakos, c'est mon modèle. Au, so- Au sortir de l'école des avocats de Poitiers, j'espère pouvoir prendre des dossiers perso concernant le droit des animaux, a priori dans la région de Tours. Donc je présume que Marine fait des études de droit. Nous avons Nathalie qui nous dit merci maître. Alors, ça rejoint justement l'une des questions que je voulais vous poser. Alors, Nathalie, je garde ta question sur le coude. Nous avons Thierry, je présume son pseudo doit être Iggy. Enfin non, alors c'est pas son pseudo, ça doit être, je présume, un compagnon non humain qui nous dit Iggy écoute avec intérêt sa marraine. Je pense que c'est un message codé type Radio Londres. Oui. Iggy, c'est un chat hyper mal dont j'ai fait la connaissance et pour lequel j'ai eu un coup de foudre. D'accord. Donc, nous saluons aussi Iggy. Alors, je vous avais fait un article sur ce sujet, maître, mais il me semble bon de le rappeler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et puis, ça tombe bien puisque nous sommes sur un réseau social, YouTube. Peut-on tout dire, tout écrire sur un réseau social? Par exemple, prenons notre excellent président de la Fédération française des chasseurs. Peut-on dire tout ce qui nous passe sur la tête concernant cet excellent président? Alors, lui ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. En gros, est-ce que les réseaux sociaux, tout est permis? Sur les réseaux sociaux. On peut penser ce qu'on veut. Oui. Mais les écrits restent, faut pas l'oublier, jamais. Donc on peut penser ce qu'on veut, on peut l'exprimer de manière correcte, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec certaines choses, avec certaines personnes, voilà, c'est la liberté d'expression, c'est justement la frontière qu'il ne faut pas dépasser entre la liberté d'expression et ce qu'on appelle la diffamation ou les injures publiques ou les injures même privées qui sont aussi sanctionnées par le code pénal, ne l'oublions pas. C'est-à-dire que si au sein d'un groupe Facebook, même privé, même secret, ce que vous voulez, vous passez votre temps à déverser du fiel sur une personne qui, à un moment donné, a accès à ces informations, vous risquez d'être poursuivi pour injure privée. Même sur un groupe privé? Tout à fait. D'accord. Ah bah, merci. Vous m'avez appris quelque chose. Comme Voilà. quoi. Donc merci pour ce rappel. Donc dans le chat, évidemment, pas de commentaires qui sortent du cadre de la loi. En plus, YouTube est particulièrement attentif à ce sujet. Et comme c'est une chaîne Sud ASF Brief sur lequel j'émets Quarantaine TV, qui ne m'appartient pas directement, YouTube strike, c'est-à-dire supprime rapidement les chaînes. Donc merci maître pour ce rappel. Et alors nous avons Marine qui nous écrit paix, amour et l'égalité. je trouve la formule jolie. Alors, une question directe de Nathalie. Avez-vous des résultats significatifs
Et si oui, lesquels? Alors, des résultats significatifs, j'imagine que Nathalie parle uniquement de droit pénal et de peine de condamnation. Je Résultats significatifs, on en a dans plein de domaines de droit animalier, parce que le droit animalier ne se limite pas au droit pénal, donc je pense qu'elle veut parler du droit pénal. Des résultats satisfaisants, oui, on en a de plus en plus. Déjà le fait qu'il y ait de plus en plus de dossiers qui atterrissent sur le bureau du juge, ça c'est un progrès par rapport à il y a certaines années, hein, il y a un certain nombre d'années, parce que passé un temps, c'était quand même classement sans suite direct. Là, on poursuit de plus en plus, les parties sont très sensibilisées à la cause animale, on laisse passer de moins en moins de choses, alors on en laisse encore passer, parce qu'il y a un volume pas possible, et c'est vrai que quand on ne connaît pas l'auteur, c'est plus compliqué, quand on est parti sur une mauvaise qualification, c'est parfois compliqué aussi, parce que si vous partez sur une qualification d'acte de cruauté pour des faits qui constituent en fait une contravention de mauvais traitement, il va y avoir quoi? Il va y avoir une relaxe. Il n'y aura pas forcément une requalification devant un tribunal correctionnel. Donc, des résultats, il y en a. Moi, le fait de me retrouver à plaider des dossiers de droit animalier, je trouve déjà que c'est une victoire, parce que il y a 10-15 ans, c'était très rare. Il fallait vraiment que ce soit des abominations qui soient commises. Maintenant, on commence à comprendre que l'animal, on n'a pas besoin de l'éventrer sur la voie publique pour qu'il souffre, quoi, et qu'il y ait quelque chose de mal qui ait été fait. Donc en cela, moi, je trouve qu'on avance. Après, au niveau des peines, oui, on est quasiment toujours sur de la prison avec sursis. La prison avec sursis, c'est pas rien. Sachant que de toute façon, la prison ferme, jusqu'à 2 ans, les peines sont aménageables. Hein. Oui, donc, tout à fait. Voilà. Alors, vous avez anticipé ma question qui était donc sur l'évolution de la justice par rapport à la cause animale. Et effectivement, pour moi, l'avoir vécu et le vivre en tant que président d'association, donc le Clan du Loup existe depuis 21 ans. Alors, chose que je vous ai pas dit, pardon, excusez-moi, le cher viewer, c'est que j'aurais dû vous le dire dès le départ. Je suis désolé, j'ai oublié de l'écrire, ce n'est pas bien et j'en suis vraiment désolé. Veuillez m'excuser. Maître Simiakos intervient au niveau de l'association que je préside, pardon. Donc, nous avons des relations professionnelles sur certains dossiers. Voilà, j'aurais dû vous le dire dès le départ. Alors, il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais Maître Simiakos est intervenu sur ou intervient sur 3 dossiers concernant l'association que je préside. Voilà, donc pour que les choses soient claires. Nous avons en remarque, oui Nathalie, malheureusement 2 poids 2 mesures se permettent ce dont nous ne pourrions pas nous permettre le 10e. Effectivement, cela pose la question de, oui, 2 poids 2 mesures, oui, oui, certes. Parce que 2 poids 2 mesures aussi, parce que ce sont les mêmes tribunaux qui jugent des dossiers de violence contre les animaux, de violence contre les humains. C'est-à-dire que quand on arrive en audience devant le tribunal correctionnel et que juste avant notre dossier est passé un dossier de bébé secoué, forcément, avec notre chien qui a reçu des coups de poing, le juge est un être humain. Hein. Oui, oui, non, mais tout à fait. C'est pour ça, d'où l'intérêt qu'il y aurait à créer des tribunaux spécialisés. Tout à fait. Et alors, j'ai plein de questions. Je vais rebondir là-dessus sur tribunaux spécialisés. Le droit animalier en tant que tel, c'est-à-dire, oui, le droit animalier, il n'y a pas de dalose intitulé Code animalier. Non. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que vous entendez par droit animalier?
le droit pénal uniquement. Hein. Ça ne concerne pas tout le droit animalier. Parce que le droit animalier ne se limite pas du tout au droit pénal, aux problèmes de maltraitance, d'abandon, mauvais traitement. Le droit animalier, c'est l'ensemble des règles en fait qui vont régir notre rapport à l'animal. Donc ça va être des règles de protection, donc le droit pénal par exemple, le droit rural, le code rural, mais ça va être aussi des règles qui organisent son abattage, son transport, sa destruction, donc pas forcément que des choses positives pour l'animal, mais des choses qui concernent l'animal. Et puis sur le plan de notre relation à l'animal, le droit animalier va rassembler un certain nombre de domaines du droit classique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va retrouver des animaux dans le droit civil. On va prendre un problème de responsabilité civile. Bon, voilà, j'ai un chien, je me balade, je le tiens pas en laisse. Il y a mon voisin qui est en face avec son petit Yorkshire. Mon chien mange le Yorkshire. Je suis responsable sur le plan civil, pas sur le plan pénal. Donc, il y a ça. Le droit civil, il va y avoir du droit des contrats. On peut avoir un litige avec une pension animalière, on peut avoir un problème de rédaction de contrat, un litige lors de l'acquisition d'un animal, puisque les animaux sont vendus, puisque ce sont encore des biens. Il va y avoir pardon, excusez-moi, j'ai le chat sur le nez. Il va y avoir des dossiers devant le tribunal administratif quand il va s'agir de contester des arrêtés préfectoraux, notamment d'abattage, des choses comme ça. On va aussi pratiquer le droit d'environnement, notamment dans des cas quand on va aller même devant un tribunal pénal, on va utiliser le code de l'environnement, notamment dans les dossiers de braconnage, et vous savez de quoi je parle. Oui. Il va y avoir également du droit fiscal, parce que une association qui se constitue, alors moi c'est vrai qu'à la base j'ai une formation en droit des sociétés, donc je constitue aussi les associations et les sociétés qui œuvrent pour bien-être animal. Mais une association, elle ne délivre pas de facto des reçus fiscaux. Il faut quand même demander confirmation aux services fiscaux qu'on est bien dans le cadre d'une mission d'intérêt général et qu'on a bien le droit de délivrer ces reçus. Donc ça s'appelle une procédure de rescrit fiscal. Ouais. Ça fait aussi partie des choses que l'on pratique quand on fait du droit animalier. Donc c'est très très varié, ça recoupe beaucoup de domaines du droit, et on parle de droit animalier parce que toujours derrière il y a un animal. Très bien. Donc, en quelque sorte, c'est une activité transverse. Vous touchez à tout. Tout à fait. C'est pour ça qu'on s'ennuie jamais et qu'on n'a pas toujours la réponse tout de suite, parce qu'il y a plusieurs sources de droit pour aller chercher les réponses. Donc c'est vrai que quand on se cantonne à un domaine, c'est vrai qu'on utilise toujours les mêmes textes, etc. On peut plus facilement répondre du tac au tac. Quand là il faut répondre à un problème de droit de l'environnement, moi je suis obligée d'aller chercher, parce que la veille j'aurais fait du droit civil, la veille j'aurais fait du droit pénal, et on ne peut pas tout savoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'avocat c'est tout. L'avocat ne sait pas tout. L'avocat sait où aller chercher et comment se servir du droit. Oui, surtout quand en plus dans votre domaine, donc comme vous venez de le dire, vous touchez à plusieurs codes, c'est le cas de le dire. Contrairement par exemple à certains de vos confrères ou consoeurs qui ne feraient que des affaires familiales. Alors je pense ce n'est nullement un jugement de valeur, hein. Non, mais c'est très varié aussi les affaires familiales. Oui, mais principalement, ce sont en général, alors effectivement, je suis d'accord avec vous, maître, mais principalement, ce sont des divorces, des séparations, et on a des cabinets, entre guillemets, spécialisés où ils connaissent parfaitement le sujet. Ils naviguent pas entre ils naviguent entre plusieurs codes, mais ça reste quand même toujours assez, ça reste du classique. J'ai plusieurs questions. Alors, Nathalie, je prendrai ta question après parce qu'elle permettra d'enchaîner sur la mienne. Marine, qui vous pose la question suivante. Sans auteur connu, que se passe-t-il pénalement? Alors, je présume que c'est sur des sévices par rapport à des animaux. Alors, sans auteur connu,
n'empêche pas de déposer plainte contre X. Après, il y a une instruction, donc c'est-à-dire une enquête, si le parquet l'estime, parce qu'il a l'opportunité de l'instruction et des poursuites. Et si l'enquête permet de trouver l'auteur, on va poursuivre si le procureur le décide. Et par contre, malheureusement, dans beaucoup de cas de plainte contre X, on a un classement sans suite où on nous est dit l'auteur n'est pas connu. Ou alors, l'auteur est connu, mais on ne l'a pas retrouvé. Moi, j'ai eu des dossiers comme ça où on savait très bien qui était l'auteur, sauf qu'il a disparu de la circulation. On a essayé, pour aider le parquet, de lancer une enquête par une société privée, et on n'a pas réussi à trouver le type. Et voilà, il est tranquille dans la nature, alors que lui, il avait abandonné une chienne et ses chatons dans un appartement déménageant. Donc, oui, alors effectivement. Par moments, c'est compliqué, c'est frustrant, je le comprends. Hein. Oui, oui, non, mais je vous comprends aussi. On a l'affaire des apprentis terroristes Oui. où, alors, où tout le monde les a identifiés dans l'heure qui suit, puisque d'ailleurs l'une des jeunes femmes à peine masquée sur la photo apparaissait plein écran, visage découvert sur France 3 quelques heures après. Toujours venant de Marine. Maître, avez-vous une appréhension avant l'audience? Point d'interrogation. Une peur particulière que le juge se montre en défaveur de la cause animale et qu'il n'écoute pas vos prétentions. Alors non, j'ai pas cette appréhension-là. J'ai une appréhension toujours parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis une avocate qui n'aime pas parler en public. Donc l'audience, pour moi, c'est pas, c'est pas un super plaisir. Je le fais parce qu'il faut le faire. Je le fais avec tout ce que j'ai. Voilà. Mais voilà, j'appréhende toujours. Mais j'ai pas peur du magistrat. J'ai pas peur du parquet. J'ai pas peur de la partie adverse. Voilà, moi, ce dont j'ai peur, c'est de chevroter ou voilà, de ne pas d'oublier de dire un truc, mais en général je me fais des fiches pour rien oublier. Donc non, l'appréhension, la peur du magistrat, non, pas du tout, parce que je touche du bois et jusqu'à présent, je pousse le chat pour toucher du bois, jusqu'à présent, j'ai jamais eu affaire à un magistrat qui était obtus, qui était pas du tout à l'écoute. Pareil pour les procureurs ou les représentants du ministère public que j'avais, je suis toujours tombée sur des oreilles attentives. Voilà, après, en face, la partie adverse, le prévenu ou le confrère qui le défend fait son travail et se défend. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu énervant, mais c'est le jeu, quoi. C'est ça, chacun doit pouvoir faire valoir ses arguments. Donc, comme on parle en premier en tant que partie civile, puisque je suis souvent, il m'arrive de représenter le prévenu aussi, mais pas dans ce type de dossier de maltraitance, ça je précise. Mais voilà, bon, il parle en dernier, donc c'est toujours un peu énervant, mais enfin c'est le jeu. Alors. Et c'est pas toujours celui qui parle en dernier qui a raison. Oui, 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 tout à fait. Pour l'avoir vécu, effectivement. J'ai une question. Vous avez parlé de vos confrères, qui est une question d'ordre général. On dit souvent, ouais, non, mais les avocats, ils s'entendent entre eux. Et c'est vrai que lorsque l'on a l'habitude de fréquenter les tribunaux, pardon, dans la salle des avocats, on les voit papoter, se tutoyer, boire un café ensemble, à l'époque où il y avait le droit de fumer, etc. Donc tout le monde, enfin les avocats se connaissent entre eux. Est-ce qu'au moment de plaider, alors vous, j'ai vu que vous vous déplacez sur plusieurs zones géographiques. Prenons votre tribunal d'attache, votre barreau. Est-ce que ça a un impact, l'entente entre les avocats? Non. Au moment, pardon, excusez-moi. Alors, non, ça n'a pas d'impact. On est confrères. On est là en bonne intelligence entre confrères. On peut échanger. On peut par ailleurs s'entendre très bien. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire je vais te laisser gagner cette fois. Voilà, c'est pas du tout ça. Chacun fait son métier
avec les armes qu'il a et les utilise. Après, qu'on discute avant l'audience en disant ouais, alors toi, machin, tu vas. Parfois, c'est justement, alors, dans le cadre de. Moi, je suis souvent partie civile, hein, comme je vous disais, Oui. mais ça m'arrive d'avoir des confrères sympas en face et que je connais pas, parce que moi, je barille pas mal. Hein. La dernière fois, la consoeur adverse est venue en me disant ben voilà, ben, justement, on en parlait tout à l'heure, ben moi, j'ai des imprimes écran Facebook où on insulte mon client, on traite de tous les noms, on menace de mort, ben, je vais me servir de ça. Bon, elle me l'a dit. Elle aurait pu ne pas me le dire. Bon, elle me l'a dit, comme je plaidais avant elle, ben, j'ai rebondi là-dessus. D'accord. Alors, merci de me tendre de me tendre la perche. Alors, ça fait peut-être redondance à ce qu'on a dit sur le fait de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais au-delà de la responsabilité de celle ou celui qui l'écrit, de celle ou celui qui l'héberge et qui ne le supprime pas quand on le signale, vous êtes en train de nous dire, maître, que, par exemple, quelqu'un qui maltraiterait un animal, le défenseur produit à l'audience des insultes qui pourraient pleuvoir sur telle ou telle personne, tel ou tel prévenu, pardon. Systématiquement. Systématiquement. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte d'autre? Le gars qui a massacré un chat, le dossier fut dit, je pense que tout le monde s'en rappelle. Qu'est-ce qu'on nous a sorti le jour de l'audience? On nous a sorti la pluie d'insultes qui était tombée sur l'auteur des faits, sur les réseaux sociaux, les menaces de mort, etc. etc. Donc forcément, ça déplace le problème. On se met à parler du prévenu comme si c'était une victime. Mm. Effectivement, tout le monde est indigné parce que c'est pas des choses normales. On ne menace pas de mort les gens. Ça se fait pas. Enfin, je veux dire, déjà c'est illégal. Et puis c'est facile derrière son écran, quoi. Bon, à un moment donné, il faut quand même savoir raison garder. Il y a une justice, elle est faite pour ça. Et là, en fait, on déplace le problème et on se retrouve pendant l'audience à écouter ce que cette pauvre personne a vécu parce qu'elle a eu peur, elle s'est faite insulter, et puis bon, on oublie en long, en large, en travers toutes les insultes, donc des fois c'est presque risible aussi, hein. Sauf que pendant ce temps-là, on ne parle pas des vraies victimes en fait. Donc voilà, moi je sais que ça j'aime pas, quoi. Et c'est pour ça que sur la page du cabinet, à chaque fois, je suis un peu pénible en disant, bon voilà, je vous raconte un peu l'histoire, sous réserve sous les limites de mon secret professionnel, bien Bien entendu. sûr, oui, oui, tout Voilà, à fait. c'est pas un appel à la haine, et voilà, sinon la page je la fermerai, de toute façon, moi je suis avocat, hein, je suis pas, enfin, sur cette page-là, je suis avocat. Donc voilà, c'est une page d'avocat, c'est pas un déverseur à haine, quoi. Et puis ça sert pas à la cause, quoi. D'accord. Oh non, mais voilà, c'est pour ça que je voulais, parce qu'effectivement, moi, je vous lis. On a abordé les réseaux sociaux, les responsabilités individuelles des gens qui tiennent de tels propos par écrit, de ceux qui les hébergent et qui ne les suppriment pas, mais aussi de l'impact négatif qu'il y a dans la défense d'un dossier. Et autant on peut comprendre la colère face à un abruti qui brûle son chat ou qui tire à la carabine sur le chien du voisin, autant je pense que ça doit être ralent de voir sa plaidoirie bousillée par... alors c'est le jeu de la partie adverse, et je serais... la partie adverse a entièrement raison de défendre son client de cette façon. Mais ça doit être ralent de voir la partie adverse jouer la diversion. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça soulage. Je comprends, on est énervé, il y a des choses qui sont pas acceptables. Bon ben voilà, on se lâche, ça soulage, ça fait du bien. Sauf que derrière, il faut penser, on est là pour quoi, quoi? On est là pour une cause. Donc on prend sur soi. On peut râler chez soi, si on a besoin d'écrire, on l'écrit, mais on le met certainement pas sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut se dire qu'en faisant ça, on dessert la cause. On se soulage, mais on dessert la cause, donc c'est absurde, quoi. Alors, merci pour cette précision. Nathalie, oui, je vois ce que tu veux dire, mais justement, on ne rentre pas dans
le cadre de la discussion de ce soir. Morgane, merci pour le lien vers le cabinet Animalex Avocat. Nathalie, je garde ta question sur l'adaptation des peines parce que ça me permettra de faire ma transition. Je prends alors qui est pas une question mais une affirmation de Marine toujours et ça devient alors quand vous dites la partie adverse qui se sert des insultes envers le prévenu et elle nous écrit et ça devient le procès des internautes avec le prévenu en qualité de victime. 3 petits points, bonne stratégie de la partie adverse. Et oui. Marine, toujours, vous pose la question, mais en pénal, n'avez-vous pas nécessairement d'échange de conclusions en amont, entre parenthèses, en présence d'un avocat de la défense? C'est quand on évoquait le sujet sur le fait que les avocats se connaissent. Oui, alors, la procédure pénale, c'est une procédure orale, contrairement à la procédure civile. Donc, on n'est pas obligé de conclure. Alors, moi, c'est vrai que je conclue systématiquement, parce que j'aime bien déposer mes conclusions une dizaine de jours avant l'audience pour que le magistrat sache un peu quelle position je vais adopter et quels seront mes arguments. Mais il est pas très fréquent en fait que le conseil du prévenu conclue. Alors ça peut arriver, mais on se donne les conclusions, on peut se donner les conclusions pour respecter le contradictoire jusqu'au début de l'audience. Donc on n'est pas du tout obligé de se les communiquer en amont. Alors bien entendu, la confraternité veut que si on fait des conclusions de 30 pages, le minimum c'est quand même de les transmettre un peu en amont aux confrères. Sinon, clairement, il n'y aura pas de papotage au café le jour d'audience. Voilà, il y aura une grosse colère. Mais voilà, les conclusions ne sont pas obligatoires en droit pénal. Merci pour cette précision. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que vous pouvez, maître, nous expliquer ce qu'est la CRPC? Alors, la CRPC, ça veut dire comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors, c'est une procédure qui n'est pas une procédure classique. C'est une procédure suite aux aveux en fait du prévenu. On lui propose alors il y a plusieurs mesures alternatives au tribunal entre guillemets, à l'audience classique, c'est-à-dire on va avoir la composition pénale et on va avoir la CRPC notamment. La CRPC, l'audience se passe pas du tout de la même manière qu'une audience correctionnelle, c'est-à-dire que ce prévenu-là va pas passer devant le juge, on va pas plaider comme d'habitude pour avoir une peine pénale, puisque rappelons qu'un procès pénal a vocation à réparer le préjudice de l'État via une peine pénale, amende, emprisonnement, et éventuellement le préjudice de la ou des victimes via des dommages et intérêts, et éventuellement une restitution d'animal, enfin, des peines complémentaires également pour réparer le préjudice de l'État. Mais dans le cadre de la CRPC, cette personne-là va aller devant le procureur va lui proposer une peine, et le prévenu aura le choix de l'accepter ou de la refuser. S'il l'accepte, alors s'il la refuse, c'est plus simple, on va partir en procédure classique devant le tribunal avec voilà, le prévenu qui est entendu, ensuite les parties civiles, le parquet et ensuite le prévenu en dernier, procédure classique. S'il accepte la peine, en revanche, on va avoir une audience entre guillemets simplifiée où on va uniquement au niveau des parties civiles plaider l'intérêt à agir, pourquoi je suis là, est-ce que vraiment j'ai eu un préjudice, et le montant du préjudice. On ne va pas du tout plaider sur la culpabilité ou la non-culpabilité, puisque de toute façon, il a reconnu les faits. Donc on n'aura aucun impact sur la peine pénale qui sera prononcée. Quoi qu'on puisse raconter dans le cadre d'une audience de CRPC en tant que partie civile, on ne pourra pas influencer la peine d'emprisonnement éventuellement, ou les peines complémentaires, etc. etc. Voilà. On jouera vraiment uniquement pour notre client, et il y aura moins d'enjeux, je dirais, entre guillemets, pour la cause au sens large, parce que la peine pénale, c'est quand même ce qui est le plus important vis-à-vis de la société,
parce que ça représente le préjudice de la société. Donc au plus on va avoir des peines pénales importantes, au plus on va considérer que les atteintes aux animaux sont quelque chose de grave. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Si, si. Si, si. Enfin, en tout cas, pour me concernant, oui. Est-ce qu'on peut résumer, alors, le, la CRPC, c'est le plaidé coupable à la française, pour reprendre c'est ça. cette phrase bateau, c'est ça? C'est ça. D'accord, donc c'était pas si bateau. Quand on est prévenu et qu'on nous propose une CRPC ou une mesure de composition pénale, on a tout intérêt à l'accepter. Parce que généralement, les peines, bon, c'est pas très très lourd, quoi. Merci pour cette précision. Une question. Alors, une question de Nathalie. Je remonte un petit peu. Juste peut-être une précision, Oui, je vous en si prie, vous me maître. permettez, Oui, sur oui. la CRPC, sur la peine qui est proposée, parce que je pense qu'il va y avoir des réactions, donc j'anticipe, sur la peine qui est proposée par le parquet. Cette peine doit être homologuée par un juge homologateur. C'est-à-dire que le parquet, n'importe quoi, mais s'il a proposé une amende de 100 euros pour des actes de cruauté sur un animal, et que ce dossier se trouve ensuite obligatoirement de toute façon sur le bureau du juge homologateur, si le juge homologateur estime que cette peine est ridicule, pas assez importante ou trop importante selon la peine qui a été proposée, il ne va pas homologuer la peine. Et si le juge homologateur n'homologue pas la peine qui a été proposée par le parquet, là on part en procédure classique. Voilà. Je voulais juste spécifier ça, que la peine qui est proposée par le parquet, il y a quand même un contrôle derrière par un juge. Merci pour cette précision qui me permet de faire ma transition. Alors, je reviens en plus, c'est une question de Nathalie. Je vous la lis telle quelle. Hein. Peut-on réviser les peines? Point d'interrogation, pardon. Sur du praxis, par exemple, condamné à nettoyer les refuges, etc. Peut-on le proposer? Et j'enchaîne, moi, dans la foulée, parce que ce sont des remarques qui reviennent très fréquemment les remarques que je vois lorsque vous publiez les condamnations, particulièrement dans le cadre d'une CRPC. Pourquoi des peines si faibles? Globalement, alors, je me fais l'avocat du diable, ou pas, enfin peut-être pas l'avocat du diable, je me fais le faux naïf. Hein. Donc la question de Nathalie, par exemple, condamné des TIG, pour faire très simple, hein, condamné à nettoyer des refuges, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut proposer? Et pourquoi des peines qui semblent si faibles, par exemple, par rapport à des amendes? Du style, ben tiens, le coco, on va lui mettre... alors, il y a toujours un plafond, je crois, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. On lui met le maximum autorisé par le plafond. Donc voilà la question en une. Enfin, les deux questions en une, pardon. Alors, sur les travaux d'intérêt général, j'avais posé la question justement parce que bah, c'est pareil, je trouvais que c'était une très très bonne idée. Mais il me semble qu'il faut que ce soit le maire qui demande, qui propose au procureur. Enfin, il faut que ça vienne d'une autorité. Ça ne va pas être un refuge qui va écrire au procureur en disant bah, moi, si vous avez des condamnés, vous pouvez les. Voilà, donc il doit y avoir. Je suis en train justement de travailler là-dessus. Parce que c'est vrai, donc je vous en dirai plus dans quelques temps quand j'aurai un peu avancé dans mes recherches, mais ça me paraît être une bonne idée, notamment pour sensibiliser les gens qui n'ont pas été avant, malheureusement. Et puis en plus, ça servirait énormément aux refuges qui ont besoin de mains et aussi de cœur, donc si on peut développer un petit peu ça, c'est pas mal. Sur la deuxième question de l'importance des peines d'amende. Alors, le juge, je sais que vous n'allez pas aimer ce que je vais
dire, mais c'est la loi. Le juge doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments quand il prononce la sanction, et notamment de la situation sociale du prévenu. Donc, C'est-à-dire? la situation financière du prévenu va avoir une influence sur l'amende qui va être prononcée. Parce que on va chercher à impacter le prévenu. Et forcément, une personne qui gagne, je vous dis n'importe quoi, mais qui gagne 10 000 euros par mois, elle ne sera pas impactée de la même manière par une amende de 400 euros qu'une personne qui est au RSA. D'accord. Voilà, donc l'idée, c'est de mesurer l'impact par rapport à la situation de la personne. Alors c'est vrai que c'est frustrant parce que souvent on a des peines d'amende de 300, 400 euros. C'est peu, on se dit mais c'est rien par rapport à la souffrance de l'animal, bien entendu. Le bon côté, c'est que ça laisse un peu d'argent à ce prévenu pour payer les condamnations des parties civiles, quand il y en a. Parce que voilà, une fois qu'il a payé, si on lui met une amende de 3 000, 4 000 euros, les parties civiles vont être payées dans un certain nombre d'années. Alors les personnes physiques peuvent saisir le SARVI, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, mais les associations ne le peuvent pas. Donc les associations patienteront. D'accord. Donc voilà, l'un dans l'autre, Mhm. moi c'est vrai que j'ai tendance à raisonner en global. En me dire, voilà, bon, il faut qu'ils sortent l'amende, plus les dommages-intérêts, plus ce qu'on appelle les 475.1, c'est-à-dire les frais de dédommagement, entre guillemets, d'avocat. Donc voilà, la sanction, c'est pas juste l'amende, il y a aussi les condamnations au bénéfice des parties civiles, et c'est pour ça que c'est pas mal quand il y en a. D'accord. Alors effectivement, bon, je connaissais votre réponse parce que je crois qu'on en avait déjà discuté. Je crois que non, je crois que vous avoir lu sur votre page Animalex Avocat. Tout le monde n'a pas dû le faire et c'est une des remarques qui reviennent très régulièrement. Ouais, mais Normal. 400 euros d'amende pour quelqu'un qui a flingué le chat de la voisine ou le chien du voisin, c'est rien du tout, mais effectivement, ça donner 10 000 euros d'amende, admettons que ce soit le maximum, hein, 10 000 euros d'amende à quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est totalement irréaliste. De la peine de prison ferme, les prisons débordent, on n'arrive même pas à incarcérer ceux qui devraient l'être. Voilà, ça me Les paraissait. sursis, moi je vois toujours le bon côté des choses, hein. Je suis comme ça, mais les sursis en même temps, ça empêche la récidive, hein. Donc c'est pas mal non plus, hein. Parce que bon, une peine de prison ferme, vous la purgez, quand vous sortez, vous êtes à zéro. Le sursis, il y a quand même, comme son nom l'indique, un petit sursis de 5 ans, quoi. Donc on se tient à carreau. Oui, oui, Un non, peu mais neurones, quoi. tout à fait, non, non, mais voilà. Je pense que dans l'imaginaire, enfin, dans la façon que nous avons d'aborder la justice, nous avons une vue à travers la télévision, très souvent à travers d'ailleurs des séries américaines, ou même des retransmissions de procès aux États-Unis, puisque les Américains, je crois que les caméras dans le... Enfin, c'est pas que je crois, c'est que Oui, les caméras dans les tribunaux peuvent être admises. Alors, je connais pas les spécificités. En France, c'est interdit, sauf quelques cas exceptionnels. Je crois que ça a été dans oui. le cas, le procès de Klaus Barbie. Mais bon, on était dans un procès historique avec un grand H. Sinon, les caméras ne rentrent pas dans les salles d'audience. Et ce sont deux justices complètement différentes. Alors, je regarde en même temps, excusez-moi pour ce petit blanc. Euh, oui, alors Nathalie, oui, Nathalie, comme donc Maître Simiakos a répondu, hein, elle se penche sur effectivement cette histoire de peine de terrain, ce que tu appelles toi euh, les TIG.
Et ben, je pense que vous publierez là-dessus, maître, à l'occasion. Ou ce sera peut-être l'occasion de revenir nous en parler. Ben, peut-être, oui, pourquoi pas. Je prends la question de Dominique. Alors, je ne comprends pas à qui ta question s'adresse, Dominique. Faut-il davantage d'associations en France pour la défense des animaux en détresse et maltraités? Point d'interrogation. Comment soutenez-vous et communiquez-vous avec les associations existantes? Alors, si la question s'adresse pour moi, non, enfin, je vais te laisser répondre, comme ça après je pourrai le dire à Maître Simiakos si cette question s'adresse à elle. Donc Dominique, merci de me préciser pour qui est cette question. Donc je vais te répondre en tant que vous deux. Eh ben, dans ce cas-là, je laisse Maître Simiakos donc répondre. Je repose la question. Faut-il davantage d'associations en France pour la défense des animaux en détresse et maltraités? Point d'interrogation. Comment soutenez-vous et communiquez-vous avec les associations existantes? Point d'interrogation. Je vous laisse répondre, maître, et je répondrai après. Alors, première question, faut-il plus d'associations de protection animale en France? Je dirais non. Je pense qu'il faudrait structurer celles qui existent, il faudrait en rassembler certaines, et il faudrait aussi, pardonnez-moi de dire, mais faire du ménage, parce que il y a associations de protection animale et associations de protection animale. Certaines associations font de l'excellent travail, il y a vraiment des exemples à suivre. Et à côté de ça, il y a des associations qui nuisent à la cause, clairement, en faisant des choses illégales, en faisant des choses dans de l'amateurisme complet. Voilà, et c'est vrai que alors, de temps en temps, il y a un petit scandale qui éclate, voilà, mais des associations qui ne tiennent pas la route, il y en a beaucoup. Parce que voilà, on a envie de s'impliquer, mais bon, ça s'improvise pas. Je veux dire, avoir une association, gérer une association, ça se prépare, ça se gère au quotidien, c'est beaucoup de travail. Donc, il vaut mieux rejoindre une association qui existe et qui tient la route, plutôt que d'aller créer une association qui va être moribonde, qui va distiller les dons, parce que malheureusement c'est le nerf de la guerre. Au plus il y aura d'associations, au moins il y aura d'argent pour chacune, et on va se retrouver avec, on a déjà des milliers et des milliers d'associations, et on a du mal à faire des choses concrètes, parce que faut pas se cacher faut pas se voiler la face. On sait très bien que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de problèmes d'ego, qu'il y a beaucoup d'associations qui n'arrivent pas à s'entendre entre elles. Il y en a qui font des choses ensemble formidables, mais alors il y en a qui n'arrivent pas à s'entendre entre elles. Et tant qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir une force protection animale, ça va être compliqué, parce qu'en fait, il y a des lobbies aussi. Alors, je prends la suite sur cette première question. Je partage votre avis. Je pense qu'il y a effectivement trop d'associations. Alors, je fais le distinguo, moi, entre les associations généralistes et les associations plus spécifiques. Il y a au niveau des associations généralistes d'associations. Après, il y a besoin de déclinaisons locales, par exemple. Alors c'est un dossier que je connais un petit peu moins, mais j'ai une amie qui est très impliquée là-dedans. Je lui fais un petit coucou au passage, coucou Isabelle. Par exemple, pour tout ce qui est stérilisation des chats errants, des chats des villes, des chats libres. Là, il y a effectivement besoin de localité. Après, au niveau des grosses assos, je partage entièrement l'avis de Maître Simiakos. Il y en a beaucoup trop. Et il y a surtout de tout et n'importe quoi. Je vous citais un exemple. Vous parliez des contrôles, Maître. De spécialistes, il y a des noms qui reviennent comme ça, hein, de gens qui sont des spécialistes de création, disparition d'associations. On retrouve la même chose d'ailleurs au niveau des entreprises, hein. En général, ils disparaissent avec la caisse. Je prends l'exemple de l'association que je préside, 21 ans d'existence, je n'ai jamais été contrôlé, l'association n'a jamais été contrôlée par la Cour régionale des comptes. Voilà. Donc, bon, je suis jamais parti avec la caisse. J'irai pas très loin non plus, mais on trouve de sacrées escroqueries
Même certaines, j'ai eu un cas, j'étais tombé dessus, arrivé à escroquer quand même une région, la région Languedoc-Roussillon. C'est paru dans la presse en montant un faux zoo, refuge, etc. De choses assez extraordinaires, de personnes qui d'ailleurs assez connues dans le milieu. Alors sur la partie terrain, alors moi n'étant pas avocat, je fais une séparation, alors, pas un point de désaccord, mais j'ai un peu plus de liberté que Maître Simiakos. Je pense que, merci Morgane pour le lien, les associations légalement enregistrées ont un rôle à jouer. Celles et ceux qui ont choisi l'action directe ont aussi un rôle à jouer et on peut avoir un troisième triptyque qui est l'aspect politique avec un grand P. C'est ce que nos amis irlandais ont appliqué pendant des années ou en Corse, c'est-à-dire d'avoir un triptyque associatif, action directe et politique qui permet de faire avancer des choses. Ceci n'engage que moi en tant que citoyen et même pas en tant que président d'association. La deuxième question de Dominique était comment soutenez-vous et communiquez-vous avec les associations existantes? Maître, je vous laisse répondre si vous avez une réponse à apporter. Oui, alors je reviens juste sur ce que vous venez de dire, en fait, simplement pour préciser que quand je parlais des associations qui font tout et n'importe quoi, je ne parlais pas du tout des associations qui font des happenings, des choses comme ça, voilà, chacun pour le mode d'expression de l'opinion en faveur de la protection animale, j'ai aucune, voilà, je suis pas contre tel mode d'expression ou celui-là, parce qu'il faut toucher toutes les sensibilités, que chaque personne touchée est une personne qui est sensibilisée à la cause, donc c'est acquis, c'est bien. Quand je parlais des associations qui font tout et n'importe quoi, je pensais plus à des associations qui accumulent les animaux, Ah oui, d'accord. j'entends, D'accord. ou parfois de rente d'ailleurs, qui vont accumuler les animaux, qui vont organiser des cagnottes pour ci, pour ça, qui au final vont finir dans un immense scandale, et ça par contre ça entache Oui. la cause. Donc c'était plutôt de ces associations-là dont je parlais tout à l'heure, pas du tout les activistes ou non, moi chacun son mode d'expression, du moment que c'est dans la légalité, on va dire. Voilà, c'était pas du tout ce que je visais. D'accord. Alors, la manière dont je communique avec les associations et le soutien que je leur apporte, déjà, je leur apporte un soutien de par la pratique d'honoraires réduits ou de dossiers que je traite ce qu'on appelle pro bono, c'est-à-dire sans facturer d'honoraires sur des consultations, des choses comme ça. Sachant qu'un avocat n'a pas non plus la possibilité de travailler gratuitement pour tout le monde en continu. Et ça représenterait aussi la concurrence déloyale par rapport aux confrères qui veulent gagner leur vie. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de faire comprendre ça. Donc voilà, pour les associations, je pratique des honoraires qui sont réduits. C'est ma manière de les soutenir, et puis je continue de donner à certaines associations. Je suis adhérente de X associations. Voilà pour le soutien que j'apporte aux associations. alors je confirme le soutien de Maître Simiakos, puisque comme je vous l'ai dit, alors malheureusement, j'aurais dû vous le dire en préambule, veuillez encore m'excuser. Maître Simiakos nous a accompagnés en tant que conseil sur 3 dossiers et effectivement nous font, alors moins pour bien connaître les tarifs des avocats, alors même si dans le cadre de mes activités syndicales, donc droit du travail, on a aussi un avocat
qui est lui très engagé, et son cabinet même est très engagé. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aimerais aussi l'inviter pour qu'il vienne nous parler du droit du travail, qui est maître Bory de Clermont-Ferrand, qui est l'un des grands avocats du droit du travail, avec maître Rocheblave. Et, euh, Maître Bory et voilà, sont des avocats militants comme vous l'êtes, je pense, maître. Et c'est une aide pour nous. Voilà, c'est une aide pour nous, les petites associations. Alors, je sais qu'il y a des avocats qui font, par exemple, qui pratiquent des forfaits de consultation. Alors, dans le cadre de consultation, c'est-à-dire que vous payez un forfait dans le droit du travail. Alors, je parle, moi, de mon expérience du droit du travail. Pour faire très simple, un syndicat paye un forfait à un avocat X ou Y par an. Et il peut consulter, hein, je ne parle pas de monter un dossier, mais consulter autant de fois qu'il le souhaite l'avocat. Je trouve que c'est un bon système. Je réponds donc moi à la deuxième, donc à la question pardon, de Dominique. Alors, comment soutenez-vous et communiquez-vous avec des associations existantes? Donc, en ce qui me concerne, donc c'est à travers l'association que je préside. Nous soutenons au cas par cas. Alors, plus souvent, les petites structures, les grosses structures, ce sont des fonctionnements quasiment d'entreprise. Je partage entièrement l'avis de Maître Simakos, il y a très souvent des problèmes d'ego, je me mets aussi dans le lot. J'aime beaucoup travailler avec comme des petites associations. Quand je dis des petites associations, ce n'est pas péjoratif, c'est petit par la taille et ça se passe très souvent super bien et c'est hyper agréable de travailler. On donne quelques coups de pouce par-ci, par-là, quand on a des fonds de budget qui nous restent, des petits coups de pouce médiatiques j'ai du mal un peu avec ces grosses fédérations qui surfent ou ces grosses associations qui ont un pied dans la défense animale, un pied dans la politique avec un petit P. Et je me souviens de ma dernière entrevue au ministère de l'écologie avec un représentant d'une association. Voilà. Alors, je regarde les questions. Merci pour ces précisions. Merci. Oui, question classique. Oui, alors ça, effectivement. Alors Nathalie nous pose une question. Alors ça me fait rire parce que c'est ce que j'avais répondu un jour à un chasseur. J'avais dit sur le ton de la rigolade à moitié. Et comment se fait-il que les chasseurs qui tuent un humain, c'est un accident alors que dans la vie c'est un homicide? Et effectivement, on constate que, d'ailleurs je lui avais dit, bah, tiens, le jour où j'aurai besoin de me débarrasser de toi, je passerai mon permis de chasse, ce sera un accident de chasse. Ces fameux accidents de chasse, alors là on sort du droit animalier, mais il y a une clémence de la justice qui est quand même hallucinante. Que vous dire? D'accord. Est-ce que... comment on peut dire? Est-ce que une justice avec un grand J indépendante, avec un grand I, sortons du cadre de la chasse, de la cause animale et rentrons dans l'aspect plus philosophique. Est-ce que c'est une utopie ou c'est une réalité? Ou c'est entre les deux? Écoutez, ça doit être une réalité de toute façon, puisque voilà, la justice est supposée être indépendante. Mais après, derrière la justice, il y a des êtres humains. Même si on est en train d'essayer de nous mettre des machines à la place, des Oui. algorithmes. Oui, c'est ce que j'ai vu, oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'en ai entendu Bientôt, pas. les gens seront jugés par des algorithmes, mais jusqu'à présent, en tout cas, derrière la justice, il y a des êtres humains. Donc, et puis, le magistrat est souverain. Donc, moi, en tant qu'avocat, je respecte. Alors, question d'ordre général. Bon, Nathalie, voilà, je pense que
C'est difficile, dans le cadre de cette émission, de répondre plus précisément à ta question, même si je partage ce que tu ressens. Euh, Peut-on... Alors, il y a toujours cette phrase qui revient, se marronnier dans la presse, nous n'avons pas le droit de critiquer une décision de justice. Alors, on lit, pardon, tout et son contraire, vrai ou faux? On n'a pas le droit de critiquer une décision de justice. Oui. On peut la commenter. Après, si on n'est pas Non, d'accord, on peut argumenter en disant bah oui, ils ont décidé ça, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas critiquer une décision de justice. On peut tout à fait la commenter, l'argumenter, du moment qu'on n'est pas là pour insulter les magistrats. non, 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 on est voilà. d'accord. C'est toujours pareil, tout est une question de mesure. Hein. Mais régulièrement, nous voyons... La liberté d'expression, elle existe. Hein. Oui, oui, mais alors ce sont des choses qui reviennent. C'est vraiment un marronnier. Alors j'ai pas d'exemple précis, mais on le voit souvent dans le cadre d'hommes politiques qui disent alors dans leur activité d'hommes politiques ou de femmes politiques d'ailleurs, hein, qui le son est très mauvais. Oui, oui, ben après, oui, désolé, le son est très mauvais. Le son de qui, Dominique? Le mien ou celui de Maître Simiakos? Le, le, comment ça s'appelle? La presse s'empare des fois de mots de femmes et hommes politiques par rapport à telle ou telle décision de justice en disant oui, mais légalement, nous n'avons pas le droit de critiquer une décision de justice. Je ne parle pas d'insulter un magistrat, bien évidemment, hein, mais de dire qu'à partir du moment où la justice a été rendue, le citoyen... De toute façon, il ne s'agit pas de la contester. On conteste une décision de justice par les voies de recours. Après, je vois pas... je suis pas au courant de cette règle. En tout cas, après, il y a toute une question de mesure. Hein. Moi, j'estime qu'on peut commenter une décision de justice. Oui, alors moi effectivement... Critiquer, c'est commenter. Hein. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une règle de droit que j'ignore. Après, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Alors, je vous dis, c'est un marronnier qui revient dans la presse, qui l'érige en règle de droit, mais alors toujours dans le droit du travail, je n'ai pas trouvé de choses particulières là-dessus. Connaissance non plus d'une règle de droit qui dirait ça. Mais, alors, je pense que il y a une confusion avec la séparation des pouvoirs. Peut-être émanant d'un ministre par rapport à une décision de justice, du fait de la séparation des pouvoirs. Ah oui, ça c'est autre chose, mais après, bon, je vois pas non plus, séparation des pouvoirs, du moment qu'il n'y a pas d'influence, c'est vrai que des fois on a tendance à écrire au ministre, au président en disant oui, mais non, c'est classé sans suite, vous vous rendez compte, là effectivement on nous répond à séparation des pouvoirs, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'influence, il faut que la justice reste indépendante. À partir du moment où elle a tranché de manière indépendante, je ne vois pas ce qui peut nous empêcher de commenter. Non, non, mais je partage votre avis. Oui, c'est un avis vraiment, ça n'a rien de juridique, hein, parce que oui, oui, non, non, mais... la connaissance d'une règle qui interdit de critiquer, elle existe peut-être, si elle existe, on essaiera de la trouver pour un démenti, mais voilà, je ne vois pas liberté d'expression, quoi. D'accord. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Lalia, tu écris entre parenthèses pour le mélange droit social / droit animalier. Ah oui, maître, d'accord, oui. Ok, il y a une question qui s'était intercalée. D'accord, je comprends. Maître Estelle de rien. D'accord, ok. Entre parenthèses, c'était la suite. Je comprends mieux. Pardon? J'ai dit bonsoir Estelle de rien. Non, mais elle n'est pas là, mais c'est quelqu'un qui la cite dans le chat. D'accord. Je vais prendre une avant-dernière question et puis peut-être vous libérer, mère, parce que ça fait 1 heure que nous y sommes. Alors, dernière question de Nathalie qui demande quelle démarche doit-on faire lorsque l'on constate une maltraitance en flag sur un animal
point d'interrogation, on attrape la personne et on attend la police. 3 petits points. Moi, je serais d'avis d'appeler la police quand même. Après, attraper la personne, tout dépend, hein, parce que faut pas non plus se mettre en danger. On ne sait pas forcément à qui on a affaire, donc attention. Attention, cherchez des témoins plutôt. Oui, alors je vois ce qu'il y a derrière ta question, Nathalie, mais il y a le droit d'un côté et la vie de l'autre. Ça, Et ce sont deux choses qui sont séparées. Et moi, je me souviens, ben, on a le droit de prévenir les forces de l'ordre. Et je me souviens, alors je vais te citer un exemple qui n'a rien à voir avec la cause animale. Hein. J'étais dans une salle d'audience d'un tribunal de simple police et on était tous convoqués à la même heure et donc ce que font toutes les personnes convoquées, on écoute les affaires qui passent et puis on joue au loto, enfin, on fait des pronostics. Et donc il y avait, je me souviens, c'était à Marseille. Je m'en souviens comme si c'était hier, alors que ça remonte à de très nombreuses années. Il y avait 2 personnes qui comparaissaient dans le tribunal de simple police. Un qui avait été pris en train de voler l'autoradio, c'était l'époque des autoradios à tiroir, dans la voiture sur le parking du géant plan de campagne à Marseille. Et au moment où il était en train, donc il avait cassé la vitre, au moment où il était en train d'arracher le poste, le propriétaire de la voiture était venu et manifestement lui avait expliqué de manière un peu musclée qu'il ne fallait pas s'en prendre à son poste autoradio. Et ben tous les deux ont été condamnés. ben oui, parce que c'était pas très proportionné peut-être. Non, au vu de la tête du gars qui avait essayé de voler l'autoradio, effectivement. Mais aussi, enfin, moi qui n'étais pas à l'époque habitué des tribunaux, le juge avait clairement dit que c'était pas au citoyen de faire la justice lui-même et que, en tout cas, pas de cette façon aussi disproportionnée et que bah, il avait condamné les deux. Voilà. En sachant que pourtant le voleur était un récidiviste. Hein. Entre parenthèses, je ferme la parenthèse. Oui, Marine, je comprends aussi ta question. Quand on signale aux forces de l'ordre, elles se déplacent pas souvent. Oui, oui, oui. Mais ça arrive malheureusement aussi dans plein de situations différentes. Mais ça ne relève malheureusement pas de l'ordre d'un avocat. Hein. Non, malheureusement. Dernière question que je vais vous poser. Bah, que fait-on, Nathalie? Prévenir les forces de l'ordre. Nous avons tous maintenant des téléphones qui prennent des photos, qui peuvent être géolocalisées et y aller déposer plainte, prévenir. Enfin, Trouver des témoins. voilà. C'est Donc, important de trouver des témoins. voilà. Donc, Après, pour le dépôt de plainte, il faut avoir qualité pour agir. Hein. Il faut avoir qualité à agir pour déposer plainte. Donc, il vaut mieux que ce soit une association de protection animale qui dépose plainte plutôt qu'un particulier. À moins que ce soit son propre animal qui se soit fait tabasser. donc merci pour cette cette précision et la correction de l'erreur. Comme quoi, il faut toujours faire confiance aux spécialistes. Alors, la question qui était posée, comment je vais faire pour la retrouver? Voilà. Mass, playlist, chaîne, vidéo. Alors attendez, excusez-moi. Celui-là, SF brief. Voilà, c'est là. Hop. Ah mince. Alors, bon, je n'ai plus accès à la question. De mémoire,
C'était sur une histoire de divorce. Une des deux parties n'avait pas la garde de l'animal. Elle ne pouvait pas avoir d'informations sur l'animal en question auprès du vétérinaire parce que le vétérinaire se retranchait derrière le secret médical. Et l'ex-conjoint ne donnait pas d'informations. Est-ce que ce genre de situation, ça peut relever du cabinet Animalex? Alors, oui. Alors, bon, déjà, le vétérinaire, effectivement, il est soumis au secret professionnel, hein, comme un avocat, comme un médecin. Donc, effectivement, il ne peut pas donner d'informations sur même la santé du chien, du chat, à une personne qui ne serait pas son propriétaire ou son détenteur. Après, la question qui se pose, c'est qui est propriétaire du chien, parce qu'on parle de divorce, on parle de garde, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de droit de garde, hein, pour un animal. C'est soit l'un, soit l'autre qui va avoir la propriété du chien. Donc l'idée, c'est de savoir qui est propriétaire du chien. Donc là, il y a un problème de preuve. Donc là, oui, pour le coup, c'est le type de dossier qui relève de la compétence d'un avocat en droit animalier, Animalex ou un autre. Voilà, la première question à se poser, c'est qui est propriétaire du chien. Parce qu'effectivement, elle a peut-être laissé le chien à un moment où bon, voilà, elle est obligée de le faire, mais si elle arrive à revendiquer la propriété du chien, déjà elle peut essayer de récupérer le chien et ensuite d'avoir des nouvelles auprès du vétérinaire, mais c'est un problème de propriété en fait. Très bien. Alors, je Et réponds. malheureusement, l'animal est un bien, donc souvent on se pose la question de à qui il est, quoi, à qui il appartient. Et donc c'est document contre document, ouais mais moi j'ai le cadre, mais moi j'ai le certificat de cession, oui mais c'est moi qui avais fait le chèque. Voilà, donc... Alors, je vous réponds tout de suite. Bonne soirée, Nathalie. Et ben, j'espère à bientôt. Et oui, si tu veux, un avocat ne fait que des réponses en droit, ce qui est normal. Je te dis à bientôt, Nathalie. Passe une bonne soirée. Euh, Question idiote. Euh, Sympa, question idiote. En général, c'est ce qu'on répond pour faire plaisir. Bah Est-ce non, parce que des fois il y a des réponses idiotes aussi, attention. est-ce que la garde alternée peut exister dans le cadre d'un animal? Non, D'accord. pas à ma connaissance en tout cas, hein. Le juge ne va pas trancher ça. Le juge, on va assigner en revendication pardon, le chat m'a mordu, de propriété de l'animal et le juge va dire bah, soit il est à monsieur ou soit il est à madame et puis voilà. Alors après, les histoires de garde alternée, ce sont des choses qui s'organisent de gré à gré quand on arrive à se quitter en bonne intelligence. Après, est-ce que c'est durable sur le long terme? J'en suis pas sûre pour avoir des dossiers qui le prouvent. D'accord. Est-ce que je... Marine écrit Maître Simiakos, c'est bienveillante avec un petit cœur. Pas de, Ouais, c'est question, gentil, merci. pas de question idiote, 3 petits points, moins. Alors c'est gentil pour vous, ça l'est un peu moins pour moi. Est-ce que vous Mais avez... vous voyez, quand je faisais des droits des sociétés, mes clients n'étaient pas gentils comme ça. Les gens n'étaient pas gentils comme ça, quoi. C'était pas la même relation avec les gens. Donc, Oh ouais, mais alors je la connais... relation n'est pas du tout la même. Hein. C'est pas juste un rôle d'avocat, quoi. Oui, 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 non, mais je suis d'accord avec vous. On n'est pas dans... Je vais dire, on travaille pas la même patte. C'est pas la même chose. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps Ça me ou touche. Oui, j'ai du temps. Oui, oui, vous oui. avez du temps? T'inquiète pas. Je souhaiterais rentrer alors brièvement dans un aspect plus global sur l'avocat en général. Euh, j'ai une question enfin, qui est revenue plusieurs fois. Euh, Tout prévenu mérite-t-il d'être défendu? Sous-entendu, est-ce que le plus salaud des salauds, alors on va prendre des cas de gens qui sont morts, hein,
le Landru, le docteur Petiot, le Pol Pot du coin, mérite-t-il d'être défendu? Alors, je dirais pas qu'il mérite d'être défendu, mais D'un point de le vue, droit d'être défendu. d'un point de vue de la justice, hein, je parle, hein, je parle pas d'être Prévenu, d'un point de vue de la justice, tout prévenu a le droit d'être défendu et doit être défendu. Donc il n'y a pas de cause indéfendable, il n'y a pas de personne indéfendable. Après, c'est tout l'enjeu du métier d'avocat. Je veux dire, quand on s'engage dans ce métier-là, on a envie de relever des défis. C'est un défi intellectuel. C'est pas parce qu'on va défendre ce type de personne qu'on adhère aux actes qu'il a commis, qu'on valide son comportement, etc. Mais c'est vrai que c'est un défi intellectuel et de juriste. Donc oui, tout prévenu a le droit d'être défendu. Après, nous les avocats, on a ce qu'on appelle une clause de conscience qui fait qu'on a la possibilité de décliner, de décliner une proposition de défendre un prévenu. Alors c'est vrai que le prévenu, il y a certains prévenus, même en droit animalier, qui ont du mal à trouver un avocat. Alors dans ces cas-là, le prévenu saisit l'ordre des avocats et le bâtonnier va désigner d'office un confrère et ce confrère-là va avoir la possibilité de faire valoir sa clause de conscience en disant non, moi je peux pas, donc on va essayer d'en désigner un autre, et puis si vraiment personne ne s'y connaît, c'est monsieur ou madame le bâtonnier qui ira défendre le prévenu, mais le prévenu n'ira pas tout seul devant le tribunal. Eh ben, merci maître pour votre réponse, parce que la deuxième était qu'est-ce qu'un avocat commis d'office? Voilà. Donc, en une question, deux réponses. Et on ne s'était pas préparé. Hein. Et on n'avait pas préparé, effectivement, ces questions. Euh, alors, dernière question qui est aussi une double question. Doit-on tout dire à son avocat? D'ordre général, hein, je parle en général. Et sous-entendu, le secret professionnel, jusqu'à quel point? Alors, il y a un film qui était sorti, j'ai cherché tout l'après-midi, j'arrive plus à m'en souvenir, qui était extraordinaire. Alors, je garde l'histoire en mémoire, l'histoire est excellente. Alors je crois que la femme qu'il tue, ça doit être Yolande Moreau. C'est un gars qui vit avec sa femme qui est une mégère, et en discutant avec son avocat, son avocat lui donne le process pour tuer, pour commettre le crime parfait. Et le film est très très bon, est vraiment très très bon. Alors, est-ce qu'on peut tout dire à son avocat? Et le secret professionnel, jusqu'à quel point? Alors, je pousse le curseur à l'extrême. J'ai assassiné mon mari, j'ai assassiné ma femme. Est-ce que je peux aller le dire à mon avocat? Vous devez le dire à votre avocat parce que pour défendre quelqu'un, Oui, il faut enfin. savoir toutes les informations. Mais sous-entendu, est-ce que mon avocat après va décrocher son téléphone et appeler la gendarmerie ou la police? Si vous le dites à votre avocat, c'est que vous êtes poursuivi. Donc à la base, l'auteur des faits a déjà été identifié. Pas forcément. C'est-à-dire que je viens de commettre le crime, je me rends compte de ce que j'ai fait, je prends mon téléphone, je dis voilà maître, je viens de tuer mon mari ou je viens de tuer ma femme. Alors, je vous avoue que je n'ai jamais eu le cas. Oui. Que je ne me suis jamais même posé la question. Après, il me semble que la non-dénonciation de crime, c'est une infraction. Alors, on est soumis au secret professionnel jusqu'à quel degré Alors, je pense au blanchiment d'argent. Ça n'a rien à voir avec le crime de l'épouse, mais dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le secret professionnel de l'avocat peut être un petit peu atténué par une déclaration de soupçon auprès de son ordre. Et après, c'est le bâtonnier qui estime s'il y a matière à transmettre aux autorités compétentes. Donc je pense qu'il doit y avoir un système comme ça, peut-être je n'en sais rien, j'ai pas été confrontée au problème et j'espère ne jamais l'être. Mais je pense qu'il doit y avoir un système comme ça pour libérer l'avocat du secret professionnel parce que
voilà, il y a des choses de toute façon qui ne peuvent pas rester. Si on peut dénoncer entre guillemets le blanchiment d'argent, Mhm. il me paraît cohérent qu'on puisse dénoncer un homicide. D'accord. Ouais. Bon, c'était une question, voilà, c'était une question. Oui, alors j'extrapole sur le blanchiment d'argent et voilà, je raisonne par analogie Mhm. et je pense. D'accord. Alors, Voilà. je Donc, regarde. parlez-en à votre avocat juste quand vous êtes poursuivi. Je vais tester. Sans doute. Hein. Je vais tester histoire de voir ce que ça donne. Alors, Marine nous écrit. Oui, défendre. Alors, quand c'était au moment où je parlais. Tout prévenu mérite-t-il d'être Ouais. défendu? Marine nous écrit. Oui, défendre. Deux points. Expliquer sa personnalité, son histoire, demander une adéquation entre la peine et sa personnalité. Trois petits points. C'est ça, défendre aussi. Dominique qui vous écrit un grand merci à Maître Simlakos pour son intervention et ses réponses pertinentes. Marine qui renchérit, merci pour cette émission spéciale. Maître, concernant votre intervention, est-ce que vous voyez des choses à rajouter? Écoutez, non, moi, vous avez d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions de celles et ceux qui sont restés en ligne? On va attendre un petit peu. Et donc après l'intervention de Maître Simiakos, comme d'habitude, je vous ferai mon conseil vidéo, mon conseil de lecture. J'ai une question. Pourquoi j'ai noté ça? Ah oui, si, d'accord. J'ai une question qui m'a été posée. Alors, manifestement... Marine, toujours. Avez-vous besoin d'un stagiaire en cabinet pour finir ma formation à l'école? Alors, non. Alors, c'est fou, mais en même temps, c'est génial. Quand je vois le nombre de personnes qui m'ont écrit depuis donc, juillet 2019 pour me demander si je prenais un stagiaire, si je prenais un salarié, si j'embauchais un confrère au niveau du cabinet, c'est super encourageant. Je suis ravie. Mais pour l'instant, je ne peux prendre personne. Sur le plan financier, je ne me paye même pas moi, donc je peux payer personne. Et sur le plan logistique, c'est compliqué aussi, puisque mon cabinet est hébergé par un autre cabinet. Je n'ai qu'un bureau, et la plupart du temps, je travaille chez moi. Donc, c'est un peu compliqué de gérer un stagiaire. Donc, pour 2020, c'est malheureusement pas envisageable. J'aurais bien besoin d'aide. À la place, je me suis acheté un logiciel de reconnaissance vocale, mais ça ne remplace pas une aide physique. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Mais je suis très contente. Je me dis, voilà, il y a de l'avenir, il y a des gens que ça intéresse, voilà, la relève est assurée, quoi. Et c'est ça qui compte. Oui, oui, parce que il y a de l'avenir dans. Je pense qu'il y a de l'avenir. Alors, vous connaissez mieux le milieu des avocats que moi, mais il y a une montée en puissance vraiment de la prise en compte de la cause animale. Et je vous dis, moi, j'ai vu l'évolution, mais même de la justice, hein, sur des cas que vous avez traités, sur des dossiers que vous connaissez bien, des choses qui étaient les premiers braconnages de loups en France. Les gars allaient poser les têtes de loups directement devant les portes des gendarmeries et jamais un proc, jamais pardon, un parquet ne donnait suite. Jamais, jamais. Il y a une évolution alors qui se fait à la vitesse de cette vieille dame qui est la justice, mais il y a quand même une évolution encourageante. Alors Barry nous vous répond, je plaisantais un peu, mais elle insiste en disant qu'elle fait du bénévolat s'il le faut. Euh, Mais je ne peux pas. Sur le plan logistique, c'est pas possible. Bon, et ben voilà, désolé, désolé Marine, mais après vous pouvez par contre, Marine, lire régulièrement, suivre la page Facebook Animalex Avocat. Maître Simiakos il fait des comptes rendus réguliers qui sont
fort intéressant et fort instructif du point de vue du droit animalier. On y apprend plein de choses. Et surtout, justement, on voit l'évolution de la justice et dans des juridictions géographiques complètement différentes, quoi. C'est pas lié, tiens, en se disant, tiens, c'est juste telle région où il y a un parquet qui est favorable. C'est qu'on a l'impression que ça bouge un peu partout. Oui, c'est ça. Alors, Marine nous répond qu'elle vous suit déjà du verbe suivre. Écoutez, Bah, c'est maître, gentil. allez, écoutez, maître, soit vous voulez terminer, soit écoutez, je vous remercie. Bah, c'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Merci, je pense que ça a été apprécié, enfin j'en suis même sûr. J'en suis Je, ravie. si Merci à vous, tous ceux qui sont intervenus. si vous voulez rester en ligne, c'est avec plaisir. Si vous voulez raccrocher, je comprends parfaitement. Non, je Euh, vais vous écouter jusqu'à la fin, je vais écouter les conseils de lecture. d'accord. On a du temps ces temps-ci, donc Oui. Bah tiens, dans les conseils. Alors non, je reviendrai après. Alors, une question. Donc là, nous sortons. Hop. Alors, je vais faire mon malin. Je vais faire mon malin et je vais faire hop, ma petite transition. Voilà. Je me remets à l'image. Morgane vous remercie, maître. Donc, une question qui m'a été posée. On voit pendant la période du Covid-19 des gravures de masques avec un long nez. Steampunk, point d'interrogation. Alors, oui, celle qu'on voit sur Facebook, et non. Enfin, c'est du steampunk, mais comme tout ce qui est steampunk, c'est dérivé d'un fait réel. C'est-à-dire qu'au moment des grandes pestes, la dernière de mémoire date de 1720, arrivée par Marseille par un non-respect de la quarantaine, tiens, un peu comme en France d'ailleurs, puisque le navire marchand, l'affréteur, pour gagner des petits sous plus vite, a déchargé sa cargaison plus rapidement pour la vendre plus rapidement, et donc n'a pas respecté la quarantaine, et ben, ça a été la grande peste de 1720 de mémoire. Ça doit être la dernière grande peste. Donc ces personnes que vous voyez avec ce masque, ce long masque, enfin ce masque pardon, avec un long nez où on dirait un corbeau, ça permettait à l'époque aux gens, aux médecins particulièrement, qui s'occupaient des pestiférés, d'autres maladies aussi dites contagieuses de la lèpre. Dans ce long nez, ils mettaient différentes herbes, décoctions à base d'herbes, et qui étaient censées filtrer et protéger des effluves nauséabondes qui étaient censés apporter la peste ou la lèpre. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent on voit cette image de personnes habillées tout en noir avec ce masque de corbeau. C'est lié dans l'imaginaire collectif à la peste, oui, parce que dans ce nez allongé, les gens mettaient des herbes et c'était censé filtrer les miasmes porteurs de la peste. Voilà donc la réponse. Après, c'était repris par le style steampunk. Alors, conseil vidéo. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'ils sont passés mes conseils vidéo? Ah, voilà. Alors, conseil vidéo. On reste un petit peu dans le reste, enfin dans ce qu'a fait épisode 1, épisode 2, des choses un petit peu décalées, mais en restant un peu dans le thème Covid-19. Un très vieux film, 1973, que je vous présente, Soleil vert, avec comme acteur principal Charlton Heston. Je vous recommande vivement ce film. moi aussi. Merci, maître.
Les effets spéciaux ont un petit peu vieilli, l'histoire n'a pas pris une ride. C'est le 1984 de l'environnement. Donc je vous lis la quatrième de couverture, qui n'est pas la quatrième de couverture du DVD, donc qui est le synopsis de Soleil Vert. New York 1922, on n'est pas très loin. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la végétation et la plupart des espèces animales. D'un côté, les nantis, qui peuvent avoir accès à la nourriture rare et très chère. De l'autre, les affamés, nourris d'un produit synthétique, le soleil, entre guillemets, rationné par le gouvernement. Lors d'une émeute, le président de la firme qui produit le soleil trouve la mort et Thorne, un flic opiniâtre, donc joué par Charlton Heston, est chargé de l'enquête. Je vous recommande cet excellent film Soleil Vert. Voilà. En plus, ça reste dans le thème. Dominique confirme. Merci Morgane pour le lien. Et Dominique confirme, elle le reverrait avec grand plaisir. Conseil lecture. Alors, souvenez-vous, hier, je vous ai parlé du guide de survie des parents. Je reste dans le même thème, les mêmes auteurs. Je vous présente donc le guide du jeune couple. Alors, même si vous n'êtes pas jeune couple, ce guide va vous sauver la vie. Il est sous-titré Manuel de survie à l'usage des débutants. Donc, les mêmes auteurs, hein, Pierre Antilogus et Jean-Louis Fesgen, illustration de Claire Bretécher, dessinatrice féministe connue. C'est le même livre qu'hier pour les jeunes couples. Alors, même si vous n'êtes pas jeune couple, mais que vous êtes confiné avec votre partenaire, votre conjoint, ça va vous sauver la vie. Je vous lis la quatrième de couverture. Pourquoi ne pas vivre en couple? Point d'interrogation. Mariage ou union libre? Mais où trouver l'homme idéal? Quel type de femme choisir? Où se rencontrer? Comment partager son temps, assumer sa sexualité, construire une bonne dispute et une réconciliation? À toutes ces questions et à beaucoup d'autres, ce guide apporte des réponses catégoriques et définitives, à commencer par l'humour. Et je vous lis un bref passage. Alors souvenez-vous, hier, c'était l'IREP, l'Institut de recherche sur l'endurance parentale. Là, cette fois-ci, donc, nos deux auteurs ont pris en trame de fond la tribune des lecteurs. Alors, tout est bidon, hein. Mais c'est vraiment très intéressant et on passe un très très bon moment. Donc, je vous cite une vraie fausse une vraie fausse tribune des lecteurs. Question. Peut-on s'habiller en dégueulasse pour se marier? Nous demande Jacques Favenel de Créteil. Réponse. Certainement pas, cher Jacques. La règle est au contraire de se vêtir très correctement pour ce grand jour. Toutefois, si la mairie où se tient la cérémonie est dégueulasse, si le banquet qui suit est dégueulasse, si les invités sont des dégueulasses, bref, si tout est dégueulasse, y compris la mariée, alors on peut raisonnablement envisager de faire une exception à la règle. Voilà, ça vous donne un peu l'état d'esprit de ce livre. Donc, guide du jeune couple, manuel de survie à l'usage des débutants. Alors, c'est pas tout jeune non plus. C'est aux éditions Presse de la Cité, ça date de 1990. Et Maître, un conseil de lecture? Là, comme ça, alors, droit animalier? Pardon? En droit animalier? Non, non, un conseil de lecture, n'importe lequel. Celui... Là, comme ça, je sais pas. Là, je suis en train de lire, moi, un livre intéressant, mais je sais pas si ça intéressera beaucoup de monde. C'est La personnalité juridique des animaux jugés au Moyen-Âge de David Chauvet. Ah, ça doit être ça. Chose dont on parle pas souvent, les procès d'animaux qui avaient lieu au Moyen-Âge, mais pourtant, c'était bien une réalité. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, Oui, personnellement. alors, par contre, je vous demanderai de m'envoyer après par un moyen que vous jugerez utile le nom et la référence. Ouais,
Et effectivement, je vous confirme, alors moi, dans un domaine que je maîtrise un peu plus, qui est celui du loup, il y avait des cas de procès par par l'Inquisition, de procès d'inquisition de louves et en même temps de femmes et de louves qui étaient soumises toutes les deux à la question. Ah oui, Et je savais euh, pas. il y a beaucoup d'écrits de l'Inquisition sur des procès de louves, particulièrement Ah de bon. louves. Oui, donc et c'est un thème qui m'intéresserait. Donc ben et voilà. La prochaine émission, donc ça aurait dû être normalement le 1er avril. Je la ferai le 2 avril. Ce sera sans doute sur le thème qui m'avait été proposé par Nathalie. En quoi, enfin, j'arrive plus à reformuler pardon, correctement ma question. Qu'est-ce que le confinement a changé chez vous, dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être? Donc ça aura lieu le 2 avril. Donc en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, d'activer la notification. Maître, je vous souhaite une bonne soirée. En... Merci, bonne soirée à vous, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, encore merci à vous. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos compagnons non humains et puisse le sort vous être favorable.